Bienvenue à bord. Les auditeurs ont déjà entendu le nom de Laurence Kleinberger, apprécié d'ailleurs de François Cérezat, qui a reçu déjà votre livre et qui m'a dit d'ailleurs avant de commencer l'émission, c'est très drôle, c'est vraiment... C'est un honneur. Elle a le sens du comique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avant d'écrire 2 romans, déjà on va parler de ce roman, mais avant d'écrire 2 romans où il y a beaucoup de meurtres d'ailleurs, il faut bien le dire, vous avez écrit des contes pour enfants. Oui. Et plusieurs. Beaucoup, oui. Oui. Et dans l'édition, j'ai édité plusieurs albums et énormément dans la presse enfantine. Pour tout petit. Pour tout, c'est-à-dire du 5-6 ans? Ouais, entre 4 et 6 ans, disons, oui. 4 ans, c'est les parents qui lisent, alors? Oui. C'est souvent les parents qui lisent, d'ailleurs. Et vous pensez que vos romans criminels, les parents vont les lire aux enfants ou les enfants vont les lire aux parents? Je ne préférerais pas que ça se passe comme ça. Mais quel est le lien organique entre les contes pour enfants et le roman? Il y en a pas, c'est envie de raconter? Oui, je crois que à l'époque où j'écrivais des contes pour enfants, ce qui me plaisait énormément parce que c'était l'époque où j'étais institutrice en école maternelle, donc je lisais beaucoup d'histoires aux enfants et j'avais l'impression de transformer l'histoire à chaque fois parce que c'était mal écrit. Je me suis dit pourquoi ne pas écrire moi-même mes livres. Et puis à cette époque-là, je commençais déjà à rêver d'écrire un roman. Mais c'était vraiment au niveau du rêve parce que j'avais l'impression que je serais jamais capable de venir à bout d'une histoire longue et qui s'adresse aux adultes. Et puis c'est venu. Et c'était votre premier roman? C'était le premier. Qui s'intitulait J'ai pas tué Gérard, enfin je crois. Alors là, écoutez, là vous avez fait un titre. Oui. Je vais le lire en entier. Une seule fois, hein. Parce que je suis bon zig, hein, mais... Le jour, alors en plus il y a un calembour, non, il faut l'expliquer. Le jour où mon Alzey, mère, comme une maman, échappa aux griffes d'un nazi constipé grâce à un tueur croate à la coiffure étrange. Et c'est édité aux éditions du Basson. Mais c'est intéressant, c'est parce que vous donnez déjà le nom des personnages les plus intéressants, les plus importants. Mais quand on va parler de votre livre, on dira Mon Alzey, mère. D'accord, aux éditions du Basson. Je vous avais reçu déjà pour le premier et je me souviens très bien. Alors il y avait beaucoup de meurtres, ça tournait à 100 à l'heure. Vous avez, c'est naturel évidemment parce qu'on écrit, quand on commence à vouloir faire exprès, on n'y arrive pas. Vous avez une écriture que j'appelle une écriture au galop. Ah oui, j'en conviens. Et il y a presque un découpage cinématographique. Et je pensais d'ailleurs avec notre ami François Cérezat, qui comme moi est un grand cinéphile, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est aussi un grand cinéphile. Il y a pas mal de monde dans mon entourage qui sont des grands cinéphiles, mais il y en a un qui est là tout près de moi, le papa de mes enfants, qui est un grand cinéphile, qui est une encyclopédie cinématographique à lui tout seul. Je crois qu'il a travaillé à l'Obs, à Téléops avec François Cérezat. Tout à fait, oui. C'est étrange d'ailleurs cette coïncidence. Mais il n'y a pas de coïncidence. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Il n'y a pas de coïncidence. Tout à l'heure, j'ai parlé à François Cérezat, je lui dis, c'est une synchronicité jungienne. Et il m'a fait une tête épouvantable. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Quand je vous ai interviewé pour votre premier livre, où ça tuait quand même pas mal, en 2 mots, c'était l'histoire de quelqu'un qui avait tué sans croire avoir tué, mais qui avait tué quand même. Qui se demandait si elle avait tué, puisqu'elle se retrouvait face à des cadavres, seule face à des cadavres et sans souvenir, amnésique. Et bon, qui rencontrait des tas d'autres personnages qui auraient pu être les tueurs. Et bon, je suis déjà tellement dans le 2e et même dans le 3e que j'ai du mal à me souvenir. Vous vous en souvenez, vous, Alain Pocard? Je me souviens en tout cas. En tout cas, ça se termine bien. Alors, justement, moi je vous avais posé la question, comme je suis un vicelard, à la fin l'héroïne part en Israël. Est-ce que c'est un happy end de partir en Israël? Alors c'était pas vraiment un end finalement. C'était pas mal parce qu'elle partait elle partait fonder un kibboutz à l'ancienne. À la année 50, quelque chose de très, comment on peut dire, un peu idéalisé. Idéalisé, voilà. Elle partait dans une autre époque et elle avait besoin de ce silence et tout. Mais l'Alzheimer, qui constitue en lui-même un roman, est aussi une suite de Gérard. Ça peut se lire seul,
Mais pour ceux qui ont déjà lu Gérard ou qui ont envie de lire Gérard, c'est la suite. Donc c'était pas vraiment la fin. C'est arrivé, voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'ils peuvent parfaitement se lire séparément. Oui. Peut-être même, vous savez, ça serait le principe du cinéma permanent, que certains ayant lu le second vont dire, bah tiens, je vais lire le premier. C'est ce que je pensais aussi. On va parler alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le foisonnement, non pas seulement de l'écriture, qui est très foisonnante, mais le foisonnement des personnages. Alors, je dois dire, d'abord, il y a un Croate, à qui il arrive une mésaventure pas banale. Hein. Non. Est-ce qu'on peut la raconter sans déflorer le sujet? Oui, non, mais pour raconter, bon. Bah, oui, enfin, c'est comme ça que l'histoire commence. C'est un Croate qui se trouve être un tueur, qui a fait l'école des tueurs de Dubrovnik et qui est sorti quand même dans les premiers de son école, qui est un passionné de psychologie clinique qu'on lui apprenait à l'école des tueurs de Dubrovnik, et qui, chauve, est allé se faire implanter une nouvelle capillarité dans une clinique à Colmar. On ne sait pas pourquoi à Colmar. C'était sûrement une clinique réputée. C'est parce qu'il y a le rétable d'Isenheim. Ah bah sûrement. Et la maison des têtes. Et la maison des têtes. Extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que la très maison beau. des têtes? Un restaurant. Oui, maintenant ils ont fait un restaurant dans cette vieille maison. Du foie gras. Ah oui. Moi j'ai jamais été y manger, mais c'est une très belle maison avec plein de têtes. Enfin, Colmar est une ville magnifique de toute façon, hein, c'est vrai. Et donc il est malgré lui et sans raison pour d'autres raisons la victime d'une mésaventure capillaire, d'une blague que fait la personne qui lui implante les cheveux et qui s'arrange pour implanter de manière à ce que il y ait un phallus en permanence, que ses cheveux forment un phallus, quels que soient les coups de peine qu'il puisse donner, que ça pousse de cette manière-là, quoi. C'est voilà. Il vaut mieux pas le voir de dessus. Il vaut mieux pas le voir ni de dos. D'ailleurs, il a des tas de manières de cacher ça, mais il en veut énormément à la personne qui lui a fait ça, ce qui est un peu normal, parce que tout tueur qu'il est, c'est quand même un homme. Puis on a sa dignité. On a sa dignité, absolument. Bon, alors, on pourrait... Alors, il y a un nazi pétomane. Oui. Alors, peut-être qu'il faut expliquer ce qu'est un pétomane. Oui, alors, là peut-être que j'ai un petit peu exagéré, parce qu'un pétomane, c'était un artiste de musical, dans début du XXe siècle, qui pouvait, péter, en faisant de la musique, sur des airs, on dit même qu'il pétait la Marseillaise. Ça, j'ai jamais entendu, mais... Ah, bah, moi non plus. Mais non, on est un peu trop jeune. Il n'y a pas de traces, en tout cas, ni olfactive, ni visuelle de ça. Mais oui, ce garçon est pétomane. Disons que je parle de lui comme d'un pétomane parce qu'il est terriblement constipé. Forcément, ça lui donne des gaz. Il est très très constipé depuis l'enfance, depuis sa petite enfance. Il y a quelque chose qui passe pas. C'est le cas de le dire. Et entre autres, il se retrouve au vu de sa constipation et de ses difficultés scolaires dues à sa constipation, parce qu'il est constamment, en fait, il a envie d'y aller au moment où il arrive en classe. Et c'est pas possible. Quand il arrive en classe, il peut pas lever le doigt et demander à aller aux toilettes, d'autant qu'il s'appelle Verboten Caca. Et que il est déjà la risée de ses camarades, donc il n'ose pas demander. Je comprends Verboten, mais caca, qu'est-ce que ça veut dire? Pas non plus, mais bon. Et donc c'est un garçon qui a mal réussi sa scolarité parce qu'il passait son temps à se retenir. Donc il est entré dans l'administration. Est-ce que ça vous semble oui, enfin, oui. Je pense qu'il y a beaucoup, enfin, dans l'histoire, c'est comme ça. Il y a beaucoup de constipés dans l'administration. Mais il y en a aussi ailleurs. Et il se trouve qu'il est muté dans un service spécial des rentes à vie. C'est-à-dire que l'Allemagne verse des rentes à vie aux handicapés, aux malades, allemands, etc. Mais il s'aperçoit... Elle les verse pas aux nazis. Hein. Non, elle les verse pas aux nazis. Non, en tout cas j'espère. Mais il s'aperçoit d'une chose que peu de gens savent. Finalement, je me suis aperçu que peu de gens étaient au courant de ça. C'est que l'Allemagne continue de verser des rentes à vie aux rescapés de la Shoah,
aux enfants. Oui, tout le monde le sait, non? Non, très peu de gens en fait le savent. Vous êtes quelqu'un de particulièrement averti et au courant, mais autour de moi, des gens ont été très très étonnés Bon, bref, ça existe depuis les années 50, je crois le début des années 50. Et ce Verboten Kaka est outré qu'on puisse verser de l'argent aux Juifs du monde entier, étant donné qu'il est quand même légèrement antisémite puisqu'il est nazi. Et il est chargé C'est la première fois que d'aller... j'entends dire qu'un nazi est antisémite. Oui, c'est ce qui fait un peu la nouveauté dans mon livre. Il y a des choses que j'essaye d'introduire qui peuvent surprendre, quoi. Et ce Verboten Kaka est envoyé par ses camarades de militants nazis, néo-nazis, à Paris. Pourquoi à Paris? Mystère. Pour commencer, à Paris, pour se débarrasser de tous les vieux juifs qui touchent une rente à vie. Voilà. Alors il y a d'autres personnages, et alors moi évidemment c'est pas les gens de ma culture musicale, je dois le dire, et on apprend une chose terrible sur ce fameux groupe Daft Punk. Oui. Alors décrivez Daft Punk pour ceux qui n'ont jamais entendu parler. Moi non plus, je suis pas spécialement. C'est mes enfants qui m'ont initié à Daft Punk. Vous en parlez, vous savez ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est un groupe de deux jeunes gens qui sont casqués, qui portent un casque intégral, qui ne sont donc pas reconnaissables, personne ne peut les reconnaître dans la rue. On voit pas leurs yeux, on voit rien, et qui existent réellement dans la réalité, qui sont universellement connus, et ce sont des stars internationales, quoi. Ils font de la musique, musique électronique, non? Voilà. Comme Kraftwerk ou des gens comme ce ça. Style. Oui, mais alors vos Daft Punk, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont pas deux, que c'est un leurre. C'est un leurre. Comme ils ont un casque, ils sont interchangeables. Et dans le roman, on s'aperçoit qu'ils sont 4. Mais ils pourraient être beaucoup plus. Oh, ils pourraient mieux faire. Oh, ils pourraient mieux faire. Bon, ce jour-là, ils sont 4. Mais il faut pas que ça se sache. Non, parce que sans ça, évidemment, ils perdent tout. Voilà, exactement. Ils ont tellement de boulot qu'à 2, c'est pas possible. Alors, on va revenir un peu à la pétomanie, parce qu'il y a une concierge adepte des bains de siège. Oui, bon. Là, alors là, on saute un peu du coq à l'âne, hein, parce que, excusez-moi de l'expression. Il y a une concierge qui est la concierge de l'héroïne de ce roman, qui n'est plus tout à fait la même, qui s'appelle Lilith Finkelstein. Et pourquoi Lilith Finkelstein? Demandez-moi à l'avocat. Lilith, c'est une succube, non? Non, Lilith, il me semble que Lilith était la première femme d'Adam, ou je me trompe? C'est Ève, non? Non, il y a eu une femme avant. Ah bon? Oui. Ah, vous connaissez mal vos classiques, monsieur Pocard. La Genèse, vous savez, moi j'ai une opinion sur la Genèse. C'est qu'Adam et Ève n'ont pas été chassés du paradis. Ah oui. Ils sont partis parce qu'ils s'ennuyaient trop. Mais on va ça, je veux bien le croire. Et pourquoi Finkelstein? Parce que c'est chez Finkelstein, rue des Rosiers, qu'on mange le meilleur Apfelstrudel. Sachez-le, le magasin jaune. Un Apfelstrudel, c'est un gâteau aux pommes particulièrement d'Europe de l'Est, quoi. Et c'est une tarte tatin. Non, pas du tout. C'est plus comme un kouglof. Oui, voilà, c'est un gâteau qui est fourré aux pommes, roulé, c'est délicieux. Je vous amènerai un jour, monsieur Pocard. Les desserts. Oh. Il y a aussi des très bons... Le seul dessert que j'aime, c'est le gobi. Qu'est-ce que c'est? Le dessert de Gobi, vous avez jamais entendu parler. Le dessert de Gobi? Non, pas de Posto Gobi, non. Bon, alors cette concierge. Oui, cette concierge est justement dans l'escalier, comme toute concierge qui se respecte, au moment où le tueur croate arrive chez Lilith Finkelstein pour essayer de lui soutirer enfin bref, il faut quand même lire le livre pour tout comprendre, mais bref, elle est persuadée d'être en face de Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic, on dit Vitch, oui. Parce qu'il s'appelle Zlatan et parce qu'il cache son handicap capillaire avec un chignon. Il tire tous ses cheveux en arrière et porte un faux chignon. Elle est persuadée. Zlatan Ibrahimovic, pour ceux qui ne savent pas, c'est un footballeur. Voilà, qui à une époque portait un chignon. Je sais pas s'il le fait toujours, mais enfin, il a eu des tas de. Et surtout la vie capillaire. Oui, la vie capillaire des footballeurs. Donc elle
elle est emballée de se retrouver en face de ce footballeur et fait tellement de courbettes et qu'elle tombe les fesses dans son seau d'eau puisqu'elle était en train de nettoyer l'escalier, comme toute concierge qui est dans l'escalier. Les concierges sont plus dans l'escalier maintenant. Non, quand vous arrivez. elles sont où? Il y a marqué Madame, alors il y a le nom avec 06. Ah oui, il faut l'appeler sur son portable. Bah oui. Oui, mais oui, tout évolue. Mais c'est pas tout, parce que alors là, on voit que vous êtes une amie des bêtes. Il y a Hamster aussi. Très jovial. Hamster jovial. Bien sûr. Hommage à Gottlieb. Oui, voilà, bien sûr. Et oui, c'est vrai qu'à un moment, Lilith Finkelstein pense, c'est le hamster de Lilith, mais elle le soupçonne d'être un meurtrier lui aussi. Ah bon, pendant quelques instants, parce que il aurait tenté de tuer la mère de Lilith qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. D'où mon Alzheimer. Le titre de ce roman, Mon Alzheimer, par Laurence Kleinberger. Je fais votre travail aussi, oui, Jacqueline. Mais elle est passionnée aussi, il faut bien comprendre. Je suis parce que ce que vous dites. Oui, nous sommes au livre journal de la douceur de vivre, dirigé par Alain Pocard, donc il reçoit dans cette seconde partie Laurence Kleinberger, écrivain pour Mon Alzheimer. Alors je ne lis pas tout le titre entier, etc. Aux éditions du Basson. Voilà. Et puis alors, quand même, alors là, ça ne peut. Est-ce que ça se passe mais alors, parce que ça se passe quand même à un moment en Israël. Alors, quand est-ce qu'on va aller en Israël? Vers les dernières pages. Oui. Si, ça se passe aussi parallèlement en Israël. Excusez-moi, Alain Pocard. Non, parce que si vous êtes venu pour dire des faussetés sur votre oui, roman, non, ça sert à rien. Je pars tout de suite comme le précédent. Mais non, restez. Oh. Non, c'est vrai. Oui, il y a un bédouin érudit qui a 12 enfants. Oui. J'ai pas mis les prénoms des enfants, par respect pour vous et pour les lecteurs. Il y a la solution de l'alphabet ou du numéro, hein. Oui, tout à fait. Et surtout quand on a 12 enfants, on se dit on va nous faire un blot, on en aura 13 à la douzaine. Mais de toute façon, sa femme attend le 13e. Elle est. Donc alors en quoi il est érudit, ce bédouin? Il parle parfaitement bien le français. Ce qui est étonnant, il doit parler aussi d'autres langues, mais dans ce... Personne parle bien le français aujourd'hui. Mais ce bédouin, oui. C'est épouvantable ce qu'on entend. Beaucoup mieux que certains Français. Alors, il y a une chose qui est il y a un moment, il y a beaucoup de bonheur d'écriture dans votre livre. Puis alors, est-ce que vous dites, il y a un titre qui est une contrepétrie, alors là, écoutez, c'est votre... Elle est facile. Oui, elle est facile. Elle est facile, mais j'ai quand même précisé, j'ai mis une petite note pour ceux qui n'auraient, j'ai eu tort de mettre une note en bas de page. Oui, tout le monde devine qui va glisser dans la piscine. Mais écoutez, vous devinez, vous avez l'esprit aussi mal tourné que moi. Oui, mais moi, je pourrais vous en donner que vous trouveriez pas. Moi aussi. On va faire un Allez-y. Oh, mais vous les connaissez toutes, vous connaissez la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Elle est connue. Bon. Allez, à vous. Alors, sa mère cocu étant dolente, jamais Luther n'a calculé en vain. Je crois que je donne ma langue au chat tout de suite. Ah non, mais on peut pas la dire. Non, on peut pas. Ah d'accord. Bon. D'accord. D'accord. Non, puis moi c'est une de mes préférées, c'est on n'est jamais assez fort pour ce calcul. Mais non, notez-le. Non, je note. Voilà. Bon, alors on va D'accord, reprenons. On va revenir parce qu'il n'y a pas que des contrepétries quand même. Page 81 par exemple. On entendrait une mouche voler s'il y avait une mouche à la réception. Mais comme aucune bestiole bourdonnante ne traîne dans le coin, on capte juste vaguement l'imperceptible grissement du vieux ventilo inutile. Il y a quelque chose comme la description d'une entrée dans un motel américain. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Quelque chose même de Simon. Oui. Et là, si, quand même, là, je suis... Non, moi,
Il y a deux sortes d'écrivains. Hein. Enfin, ouais. Il y a 25 000 sortes d'écrivains, mais il y a ceux, par exemple, qui vous décrivent longuement une pièce. Oui. Et il y a ceux qui, comme on connaît la philosophie et même la psychologie du personnage, ils rentrent dans une pièce et on sait à ce moment-là, dans sa chambre, on sait comment elle est décorée. Ouais. Vous êtes plutôt dans ce domaine. Écoutez, Quels sont vos auteurs préférés alors? Alors c'est marrant, j'y pensais en venant. Je pensais à Philippe Roth, ça n'a aucun rapport. Il paraît que c'est très bien. Vous connaissez pas? Mais je peux pas tout lire. Non, mais bon, de toute façon. Il écrit des romans? Il est mort. Et il a arrêté, donc vous pouvez vous y mettre. Mais il a beaucoup écrit. Mais ce sont des romans? Oui, beaucoup de romans. Des trilogies. Bon, c'est lui qui a écrit Portnoy et son complexe. Mais ça, c'est un vieux roman, mais il a écrit beaucoup sur les Juifs et l'Amérique et ça. En fait, c'était toujours très le fait qu'il soit américain et juif était toujours un problème. Mais dans des romans, hein, c'était pas un questionnement permanent sur sa judéité et le fait qu'il soit américain, mais ça revient toujours. Et je pense que peut-être, alors je veux pas me donner mais j'ai une façon de peut-être d'écrire entre les lignes qui pourrait s'assimiler à cette problématique qu'a Philippe Roth de la judéité, parce que dans ce livre, finalement, de quoi on parle, même si c'est un livre très très drôle, on parle de la perte de mémoire, de la Shoah, des nazis, c'est hyper drôle, mais je crois qu'entre tout ça, il y a quand même des choses qui sont qui donnent à réfléchir aussi, qui sont émouvantes. Sauf que Philippe Roth est américain et ça change quand même beaucoup de choses. Ça change beaucoup. Oui. Il n'a pas été prix Nobel. En tout cas, il l'a loupé. Ouais, je crois qu'il a jamais été. Et ça, c'est, il me semble, hein. Si quelqu'un a un avis contraire, qu'il appelle d'urgence. Mais d'autres écrivains quand même. Ah oui. Le polar vous a marqué? Oui, beaucoup. Mais c'est vrai que c'était surtout des polars américains. Sinon, j'ai lu un peu Maigret. Ma mère en était folle, donc on a tous les Maigret à la maison dans toutes les éditions possibles. Et les Simon sans Maigret? Simon sans Maigret, j'ai eu du mal parce que j'ai eu du mal. J'ai lu. Mais j'ai trouvé ça très dépressif, comme. Les Maigret aussi, c'est un peu dépressif. Oui, ouais, c'est vrai, mais un peu moins. Oui, parce qu'au fond, derrière votre humour, vous êtes comme tous les vrais écrivains, vous êtes une pessimiste. Une pessimiste, oui. Pessimiste joyeuse. Ouais, pessimiste joyeuse. Voilà, comme dirait je ne sais qui, c'est un aphorisme très connu, l'humour, c'est la politesse du désespoir, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien savoir qui l'a dit d'ailleurs. Bon. Oh, c'est attribué à plein de gens. Oui. Ça doit être attribué aussi bien à Pascal dans Les Pensées qu'à Boris Vian. Au point on en est, il y a une certaine. D'autres, les polars américains, par exemple. Par exemple, des polars américains anciens que j'ai adorés, c'était les Ed McBain. Je sais pas si vous. Ed McBain. Ed McBain, pardon. C'est le 187e district. Ouais, c'est ça. C'est un flic qui a une femme sourde-muette, voilà. Alors il y a plusieurs. Ils sont tous un peu héros. Il y en a un autre qui s'appelle, qui a 2 fois le même nom, qui s'appelle Meyer, je crois, qui est chauve. Vous vous rappelez un peu de Ed McBain? Oui, dans ce 87e district là. Enfin, c'était génial. Ça vaudrait le coup d'être remis un peu au goût du jour. Je sais pas. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est comme date? Oui. Le vendredi 13 septembre. Oui, alors le vendredi 13, c'est le titre d'un excellent roman de David Goodis, très noir. Voilà, un écrivain important. Oui. D'accord. Et ces gens-là, je sais pas s'ils sont tellement réédités aujourd'hui. Oui, c'est ça, vous aller dans maintenant, on édite plus des dames qui écrivent des histoires de ce qu'on appelle des whodunit, qui l'a fait, etc. Enfin. Oui. Je vois on va quand même revenir à votre roman. Donc, comment écrivez-vous? Est-ce que vous êtes un peu comme Indiana Jones qui a une machette et qui ne sait pas ce qu'il y a devant lui? Oui. Ou est-ce que vous avez fait un plan avant? Non, je me la joue Indiana Jones. Je peux pas faire autrement. Je suis incapable de faire un plan et de savoir ce qui va se passer après.
Mais en revanche, quand je commence à écrire, je passe mon temps je suis dedans jour et nuit, quoi. Quand je marche dans la rue, j'invente, voilà. Mais je serais bien incapable de faire un plan. J'en ai toujours été incapable, d'ailleurs. À l'école, c'est pareil, hein. Est-ce que vous étiez bonne en composition française? Très mauvaise. J'étais très mauvaise en tout, monsieur Alain Pocard. Ah bon? Ouais, je détestais l'école, c'était la prison. J'étais une cancre quand j'étais petite, une ado rebelle, toujours aussi cancre quand j'étais moins petite. Et je suis devenue institutrice. Je ne le suis plus, je ne le suis plus, mais... Mon protestant préféré, Bernard Shaw, il dit une chose que j'adore, il dit l'école c'est pire que la prison, parce qu'en prison on n'est pas obligé de lire les livres écrits par le directeur. Bon alors, que se passe-t-il dans ce roman? Alors au bout d'un moment. Alors, ça dépend où on en est. Que se passe-t-il? On en était dans la description des personnages. Oui. Mais oui, il y a tellement de personnages que c'est difficile de tous les décrire. Ah, il y a les frères Bismuth qui voient la vie en noir et blanc. Oui. Ce sont les décorateurs d'un hôtel qui réapparaît d'ailleurs, qui est déjà apparu dans le premier livre. Un hôtel qui a été décoré par les frères Bismuth, qui sont des designers assez chics et qui sont adeptes du noir et blanc, mais on ne les voit pas, on fait référence à eux, mais pas mal de références. Noir et blanc dans la décoration. Oui. Le style Soulage. Peut-être, oui. Ensuite, alors. Oui, alors d'autres personnages? Non, oui, ou simplement, alors quand l'histoire avance vers sa fin inéluctable, oui, qui est à la fois drôle et meurtrière, comme d'habitude chez vous, quoi. Oui, la fin n'est pas spécialement meurtrière, en fait. Les meurtres on lui est un peu avant, oui, c'est vrai. Oui, on lui est avant, oui. Que voulez-vous que je vous dise exactement? Je vais pas vous raconter la fin. Ah non, faut pas raconter la fin. Pas. Mais cette espèce de progression inéluctable comme ça, cette espèce d'emballement, de folie, rendu, si j'ai bien compris, nécessaire parce que vous n'avez pas fait de plan. Non, peut-être que c'est pour ça, et peut-être que je ne suis. Moi, je pense que vous avez raison. Faut pas faire de plan. Non. Bon, c'est même pas une histoire de raison, c'est une incapacité totale à faire un plan. Alors, j'ai reçu un message d'un auditeur. Je comprends pas très bien, mais peut-être qu'en le lisant, Jacqueline, on va mieux le comprendre. Alors, Virginia Woolf, dans son journal, alors, je cite donc Virginia Woolf, on doit écrire à partir de sentiments les plus profonds, a écrit Dostoïevski. Est-ce le cas? Est-ce mon cas? Est-ce mon cas? C'est seulement Virginia Woolf qui se pose la question. Oui, qui se pose la question. Oui, seulement à partir des mots. Des mots. À partir des mots que j'aime tant que je crée. Ah, d'accord. Seulement vous à avez partir compris des quelque mots chose? que j'aime tant que je crée. C'est-à-dire que Dostoïevski disait qu'il faut qu'on crée à partir de de ses émotions, non? Je me rappelle plus du début. Alors attendez, on doit écrire à partir de sentiments les plus profonds. D'accord. A écrit Dostoïevski. Est-ce mon cas? Point d'interrogation. Seulement à partir des mots que j'aime tant que je crée. D'accord. Donc à partir des mots que j'aime tant que je crée. Et est-ce que l'un empêche l'autre forcément? Oui. Oui, enchanté. Écoutez, je vais vous dire, je connais pas le journal de Virginia Woolf et je dois avoir bien tort. Oui. Mais si Dostoïevski écrit, on doit écrire à partir des sentiments les plus profonds. Je trouve ça d'une grande banalité. Oui, peut-être. Mais peut-être que c'est vrai aussi. On doit est peut-être un petit peu. On fait ce qu'on peut. On fait comme on le sent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Dostoïevski était sûrement quelqu'un. C'était un Russe quand même, hein. Donc les sentiments, c'est quelque chose de. C'est l'âme russe. C'est plus important peut-être que les mots.
Ouais, et puis alors, seulement à partir des mots que j'aime tant et que je crée. Si c'est des mots qu'on aime tant, on les crée pas. Il y a quelque chose qui va pas. Moi, je pense que les deux. Cher auditeur, je voudrais savoir si si c'est la citation est bien bonne, car je la trouve un peu incompréhensible personnellement. Voilà. Entrez dans le studio de celui qui va vous succéder et qui s'appelle Bruno Lafourcade. Oui, c'est ça. Il est du vous savez d'où il vient, lui? Parce que ça vous fait rire. Vous avez eu beaucoup de mal à venir ici, je pense. Pas mal, oui. Oui, bah lui, vous savez d'où il vient? De Mont-de-Marsan. À pied? Qu'est-ce que c'est cet accent? Mont-de-Marsan, pour moi, c'était les frères Boniface. Enfin, vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est. Jeune. Peut-être le père de vos enfants sait ce que c'est, mais oui, il acquiesce. Bon alors, cher Laurence Climberger, je voudrais que vous nous disiez un petit peu la finalité de votre livre. À la limite, j'ai l'impression que celui-là, comme le précédent, reste en suspens. Quelque chose doit encore être dit, doit encore être approfondi. Oui, il y a des choses qui doivent être dites et qui ont été déjà écrites et qui sont en cours de. Non mais ça. Oui, je veux dire. D'accord. À propos de celui-ci. Je dois dire, il y a des choses que je dois dire à propos de celui-ci que je n'ai pas dit. Non, c'est pas ça. Non. Je veux dire, vous êtes déjà en train il y a déjà quelque chose qui vous met dans celui d'après. Ah oui. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, non, chez les auteurs? Bah, tout le monde fait pas on peut pas dire des sagas, si, parce que c'est un peu une histoire de famille quand même. Tout le monde fait pas des livres qui suivent. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai fait une suite qui est une suite et qui est aussi un livre qu'on peut lire sans avoir lu le début. Tout à fait. Parce que on me l'a demandé, des gens m'ont demandé, des lecteurs m'ont demandé, on aimerait bien savoir ce qui se passe après. Donc je suis partie sur autre chose, mais c'est sur une autre histoire, mais qui rejoint la première par des histoires de cousinage et de voilà. Sinon, oui, ça m'a donné envie de rebondir et d'approfondir effectivement certains points que j'aborde dans ce livre très rigolo. Mais vous savez bien faire la promotion. Très rigolo, mais néanmoins profond. C'est à moi de le dire que c'est rigolo. C'est vrai, pardon. C'est à Cereza tout à l'heure. Mais comme vous l'avez dit tous les deux, je me permettais. Non, vous savez, c'est l'histoire de quelqu'un qui dit à un grand écrivain: j'ai lu votre livre, c'est excellent. Comment excellent? C'est un chef-d'œuvre. J'ai reçu un message de quelqu'un qui nous reproche de trop rigoler. Je suis vraiment. Bah oui, alors nous allons rentrer nous allons être confis en sérieux et dans le sérieux. Bon, bah écoutez, moi je trouve qu'il faut vraiment lire ce roman pour se marrer. Oui. Hein? Mais on aurait tort de penser que le rire, le comique, même, vous avez plus que le sens de l'humour, vous avez le sens du comique. C'est pas la même chose. Et je vais vous dire, c'est pas très bon non plus, parce que il y a des gens comme Jean Dutour, Pierre Gripari, Marcel Aimé, qui sont pas aimés en France, parce qu'ils ont le sens du comique. Et en France, on trouve que c'est vulgaire, le comique. Ben, moi, je trouve pas. J'ai relu récemment Le confort intellectuel de Marcel Aimé. Il y a des scènes comiques, et ça m'a fait rire à haute voix. Et votre livre, de temps en temps, m'a fait rire à haute voix, parce que je me suis dit, il faut, c'est drôle, c'est comique. Continuez comme ça, et vous allez revenir pour le prochain livre. Bien sûr. Vous avez pas, entre les deux, vous avez pas envie de faire un petit bouquin pour enfants encore, non? Peut-être pour un bouquin pour ados, alors, pour changer un petit peu des petits enfants pour enfants. Pour des enfants un petit peu avancés. De 40 ans, par exemple. C'est ça. Non, mais oui, il y a Pourquoi vous avez une idée de... Ah bah, si j'avais une idée, je la garderais pour moi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Non, mais vraiment, vous êtes terrible. Ah, hein, oui. mais cela dit, ça m'arrive souvent d'avoir des idées de romans, mais c'est pour écrire un nouveau Guerre épais. Ah oui. Or,
comme je suis d'une paresse effrayante, donc si j'ai une idée d'un nouveau Guerre épais, c'est promis, je vous la... D'accord. Vous savez comment on avait surnommé les sandwichs SNCF? Non. Vous avez surnommé les sandwichs Tolstoï. Pourquoi? Parce que Guerre épais. Oh, je suis nul, pardon, excusez-moi. Mais non. Bon, j'espère que tout le monde a bien noté les contrepétries. J'espère. Et le titre? Alors le titre, on va le redire Oui. en entier. Oui. Mais il vaut mieux demander à votre libraire ou regarder sur Internet Mon Alzey ' mère, comme une mère de famille, de Laurence Kleinberger, et aux éditions du Basson. Il vaut mieux dire ça que le jour où mon Alzey mère échappa aux griffes d'un nazi constipé grâce à un tueur croate à la coiffure étrange. Voilà. Merci Laurence Kleinberger. Vous reviendrez en 3e semaine. Bien sûr. Quand le bouquin sera terminé. Vous savez que